Ok, alors Alain Soral, nous nous étions donné rendez-vous pour continuer notre entretien suite à la manque de mémoire qu'il y avait dans mon téléphone avant janvier. Ça tombe bien, depuis les dossiers Epstein sont sortis, nous sommes aujourd'hui, une partie des dossiers sont sortis, nous sommes rejoints aujourd'hui par Lucien Cerise et Pierre-Antoine Plaquevent, qui sont aussi des spécialistes dans leur domaine et qui vont nous expliquer pourquoi ça sort en ce moment et peut-être qui tire les ficelles. Mais peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à tous, trop c'est trop. Est-ce que nous sommes arrivés à ce moment et est-ce que nous pouvons nous attendre à des changements majeurs suite à tout ce qui converge en ce moment? Compliqué de le dire, tout dépend en fait de ce que Trump a derrière la tête. Parce qu'en fait, on doit quand même constater quelque chose, c'est que cette affaire Epstein sort quand même sous la mandature de Trump, que c'est lui qui l'a initiée, et que pourtant, depuis qu'il est revenu aux affaires, on peut estimer être assez déçu sur certains dossiers. Donc après, il y a l'interprétation Quanon ou l'interprétation déçue, tu vois. C'est quel est le rapport de force réel entre je dirais, l'état profond et ce qu'a pu incarner comme espoir Trump et son équipe, notamment avec Vance. Et franchement, bien malin qui peut dire si Trump joue un jeu subtil pour essayer de se débarrasser d'une puissance dominante, dominatrice qui est parfaitement incarnée par ce qu'on a compris d'Epstein, hein, c'est-à-dire une mafia communautaire qui règne par la corruption financière, par le chantage et voire la menace sur ce qu'on peut appeler l'Occident collectif, parce que c'est ça qu'on découvre. Parce qu'il y a, c'est plus qu'un État dans l'État, il y a une puissance euh, maléfique qui visiblement a, a le pouvoir sur l'Occident et donc aussi sur les États-Unis. Et la question, c'est quel jeu joue Trump là-dedans, puisqu'on se rappelle quand même que c'est lui qui a initié les poursuites contre Epstein. Et voilà, il y a deux thèses. Il est sous contrôle ou il joue un jeu très fin pour essayer de, se, de se débarrasser de ce pouvoir que, par contre, on a bien identifié comme suprémaciste, très marqué sur le plan communautaire, hein, on ne va pas dire le mot. Et la petite remarque que je m'étais faite hier, c'est que finalement, cet Epstein, d'un côté par son côté délinquant sexuel et de l'autre par son côté agent du Mossad, faisait finalement la synthèse entre ces deux réseaux de puissance communautaire, on va dire le réseau Netanyahou et le réseau Soros. Peut-être qu'il était, tu sais, à l'articulation des deux, un peu sur le dessin de la pyramide, tu sais, où il était placé là, où en fait ces deux camps, on va dire globalistes et nationalistes en apparence, finalement se rejoignent. Et peut-être que ça se rejoignait justement chez Epstein. Voilà ce que je peux dire. Soros et Netanyahu, par exemple, se détestent. Mmh. En apparence. En apparence. Et puis en apparence, c'est Edmund Barak qui était lié à Epstein, et aujourd'hui, Netanyahou dit que lui n'était pas du tout lié à Epstein, et qu'Epstein, en fait, c'était son opposant, Barak, je ne sais pas comment on dit exactement. Ouais. Donc il y a tout un jeu de dupes, de commentaires, et franchement, bien malin qui peut démêler tout ça. Mais en tout cas, il se passe des choses, et c'est sous la mandature Trump, c'est ce qu'on peut quand même constater, et que ça finit quand même par sortir, et que ce n'est pas fini, puisque sur les 6 millions, il y a quand même des chiffres symboliques, sur les 6 millions de choses à sortir, il n'en est sorti que la moitié pour l'instant, et selon certains procureurs initiés, il y aurait des choses bien pires à découvrir. Et là, si je veux faire une dernière remarque, pour l'instant, ce qui est notoire, c'est pas tellement la délinquance sexuelle. On voit des types de la hyperclasse avec des jeunes femmes, donc ça, c'est pas ça qui peut nous faire pousser les hauts cris. Par contre, devine qu'il y a sans doute beaucoup pire, et là, on se dit pédocriminalité, sataniste, etc. Mais pour l'instant, on n'a rien vu. En revanche, ce qu'on a vu, c'est un truc qui s'appelle le Mega Group. C'est une association de milliardaires américains qui finançait ce monsieur Epstein pour faire du chantage sur les très hautes personnalités de tout milieu dans un but d'imposer un agenda, et avec aussi une dimension non seulement de délinquance sexuelle, mais de délinquance financière, notamment sur un dossier sur la manipulation des pandémies, comment faire de l'argent avec le caritatif, comment faire de l'argent
avec les pandémies. Et là, on a la dimension Bill Gates qui s'ajoute. Donc on a toujours délinquance financière, délinquance sexuelle et domination de tout ça par une communauté organisée qui est très marquée communautairement, puisque ces gens-là se vantent en permanence d'être juifs, et surtout parlent des non-juifs en les traitant de goy, ou de goïm, avec un souverain mépris. Donc il y a vraiment une dimension suprémaciste, raciale, délinquante, qui est quand même très, très marquée. Et c'est ça pour l'instant le plus visible, plutôt que l'idée de satanisme sexuel, où pour l'instant, je suis désolé, on n'a rien vu vraiment de ça. Mais on peut subodorer que pour des gens se laissent soumettre par du chantage, c'est bien plus qu'en baisant des call girls, parce que je vois, compte tenu de l'idéologie dominante actuelle, c'est pas ça qui permettrait de soumettre des individus. Donc on peut supposer effectivement que ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a des gens qui parlent de D-book, on a des... Enfin, c'est du boulot hein, de regarder tous ces noms-là. Ouais. Mais bon, il y a une petite odeur de soufre généralisée quand même. Hein. Voilà, on a l'impression que, parce que par exemple, voilà, tu parlais de Bill Gates, mais on a vu l'an dernier que Gates a changé de discours sur le réchauffement climatique. On peut se demander si l'affaire Epstein ne sert pas maintenant aussi à faire pression pour le camp Trump, sur tous les mondialistes, à leur dire maintenant, vous vous alignez sur nos positions, sinon on en sort plus. Et à chaque fois, ils en sortent un peu plus. Et effectivement, l'étape d'après, c'est de sortir le très très lourd qui va éclabousser tout le monde, et à un niveau là. En plus, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour coller presque à l'opinion publique, maintenant, finalement, Trump est obligé d'aller toujours plus loin. Il y a quelques années, c'était les fichiers sur l'Open Society qui avaient été divulgués, qui avaient été rendus publics, etc. Mais maintenant, là, on est au-delà de Soros. On est dans quelque chose de beaucoup plus violent, de beaucoup plus effectivement communautariste. Et en fait, je pense que dans ces deux options, où soit effectivement Trump veut vraiment faire un système alternatif au système actuel, et donc il faut qu'il le démolisse, et qu'il le démolisse assez rapidement, avant et comment dire qu'il y ait les élections du midterm, qu'il y a de nouveau et qu'il y ait le retour on pourrait dire de la gauche ou des globalistes. Parce que s'il y a un retour des globalistes, là, ça va être d'une violence inouïe, et ça va être le nettoyage de fond en comble, et donc ça va être repartir dans l'autre sens. Donc il y a peut-être cette idée-là, si c'est dans l'option, je dirais, optimiste. Donc de démolir le système, et en fait de faire pression sur les autres, leur dire, vous voulez qu'on aille plus loin, ou vous acceptez ce qu'on fait. Puisque là, même au niveau géopolitique, on est dans le moment où en fait le point de bascule entre le système globaliste qui ne marche pas, et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à un siècle de distance, c'est Mark Twain qui disait l'histoire ne se répète pas mais elle rime, et on a vraiment les mêmes thématiques que dans les années 20 du XXe siècle, avec la même chose, crise de l'économie financiarisée, le système des États-nations ne marche plus, le système globaliste ne marche plus, et maintenant donc on a la troisième voie qui serait le continentalisme. Et ça, c'est l'option que suivent les Elon Musk, que suivent les eurasistes. Donc on est sur un point de rupture et une reconfiguration globale, mais ceux qui tiennent le pouvoir, on l'a vu à Davos, le discours du Canada, ils sont en train de faire un globalisme qui s'adapte au réalisme et qui va contre-attaquer. Donc face à ça, je pense que le camp de Trump va devoir sortir du toujours plus lourd. Voilà. Donc à mon avis, ça va être ça. Et ça va être l'épreuve pour voir si effectivement jusqu'où ils veulent aller, ou si on est juste dans une forme ou s'ils se contentent de chevaucher une narration qui plaît à l'opinion publique. Parce que c'est la dialectique, justement. C'est-à-dire qu'il y avait la pression de la gauche globaliste, ça a amené le Trumpisme, mais maintenant, avec ce qui se passe aux États-Unis, ICE, etc., ce sera facile de nous refaire du Obama dans l'autre sens. Donc il faut qu'ils démolissent le système maintenant, et qu'ils passent à autre chose de manière définitive, ce qui n'est pas gagné. Oui, mais effectivement, et d'ailleurs, en fait, là, on voit, comment dire, que l'équipe Trump, en fait, essaye de prendre le contrôle, enfin, de garder le contrôle des horloges, comme on dit, le contrôle du timing, puisque, en fait, là, si on regarde bien, c'est la troisième vague sur les dossiers Epstein. Bon, la première vague, c'était donc quand le scandale a éclaté vers 2018-2019. Juste avant le Covid. Ouais. La deuxième vague, c'était l'an dernier, après la victoire de Trump. Donc les médias ont réanimé les dossiers Epstein pour essayer de mouiller Trump. Ouais. En fait, en disant, regardez, en projetant à l'écran dans les médias
la petite vidéo où ils sont dans une fête, hein, où ils ont l'air bien copains, mais ça n'allait pas plus loin. Et donc, mais il y avait quand même une alerte, hein, enfin, du côté de Trump. Hein. Et donc, moi, je me souviens que justement Trump avait dit bon, on va pas répondre parce que si on répond, on alimente hein, la légende urbaine, les rumeurs. Donc, on va laisser cette alerte passer sans y répondre. Et donc là, 6 mois plus tard, là pour le coup, c'est le camp Trump qui relance le dossier. Là, bon, on voit bien que oui, effectivement, le nom de Trump apparaît, mais en fait, il n'y a pas d'implication grave hein, dans le dossier. Il y avait une stratégie de Trump d'abord de dire finalement il n'y a rien à voir. Mmh. C'était pour pousser aussi toute une masse de gauchistes à dire il est coincé dedans, il est pris dedans. Finalement, c'était du bluff. Et finalement, à la fin, il dit je peux pas empêcher que ça sorte, il y a trop de pression. Et c'est j'ai l'impression que c'est un peu sa même stratégie avec Netanyahou, tu sais, de l'accompagner quand même à chaque fois de manière à ce que ça se passe mal. Parce qu'il y a quand même aussi le deuxième dossier qui nous rend très suspect Trump comme psyop. Tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est psyop du système. Je dis pourquoi alors lui avoir volé sa réélection, pourquoi lui avoir mis autant de bâtons dans les roues s'il fait partie de la combine. Tu vois, c'est quand même un peu trop. C'est vraiment du billard à 5 bandes. Mais en revanche, on a l'impression que Trump a peut-être sous-estimé le pouvoir de l'État profond et qu'il est obligé de passer par des ruses. Et on a l'impression que sa ruse suprême, c'est de se faire le meilleur ami de Netanyahou pour pouvoir marquer des points par ailleurs. Et quand on regarde la manière dont il accompagne Israël en ce moment, si tu regardes la guerre des 12 jours, Israël l'a perdue, parce que justement Trump a dit je démarre le truc, et puis après il s'arrête au milieu du guet. Et ça me rappelle, tu sais, le film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, tu sais, le mec était tout seul connard, tu sais. Et puis le régime change où il a dit sortez dans la rue, les Iraniens, on vous soutient. Et l'air de rien, ça a échoué aussi. C'est-à-dire que d'ailleurs, tu vois qu'on est au 3e temps pour Israël par rapport à l'Iran. Ils ont loupé la guerre des 12 jours, ils ont loupé le régime change, et maintenant ils exigent que Trump se dépêche d'aller attaquer militairement par la puissance américaine l'Iran. Parce que, et l'air de rien, toujours pareil, Trump menace, met l'armada en place et il ne se passe rien. Tu vois et finalement, au contraire, il y a une coalition anti-israélienne qui se met en place, que tout le monde a peur d'un conflit au Proche-Orient, et d'un seul coup, tu as le Pakistan qui se met en branle, l'Arabie Saoudite qui dit qu'il n'est pas question d'eux, et pour les gens qui pensent que Trump est une escroquerie, un mensonge ou un dingue, il y a quand même, malgré toutes ces espèces de zigzags dans tous les sens, une ligne qui se décide, qui est quand même de se payer quand même les globalistes. Pour l'instant, puisque tu es anti-globaliste et donc néo-nationaliste, tu choisis Netanyahou contre Soros dans ces deux ordres de puissance, et que si on pensait que Trump est vraiment un génie de la politique avec son équipe, on se paye d'abord Soros, on finira par Netanyahou. Et ça, c'est l'espoir, parce qu'il faut vivre d'espoir. Et l'air de rien, il y a quand même des signes qui peuvent nous faire penser que c'est un peu ça. Et moi, j'espère, parce que sinon, c'est très désespérant. Tu vois, ça serait très désespérant. C'est forcément un peu ça, parce que sinon, comment le discours d'un Tucker Carlson, ils font la promotion de Nick Fuentes, Candace Owens, ça ne peut pas se faire sans l'appui de Trump. Donc forcément, ils veulent que ça se fasse. Et si on regarde même dans la généalogie, par exemple d'Elon Musk, si on regarde le grand-père d'Elon Musk, dans les années 30, le grand-père d'Elon Musk était un antisémite revendiqué. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, il s'est réfugié en Afrique du Sud. Et quand le régime africanaire, qui au début n'était pas juste un régime racialiste, mais aussi un régime nationaliste qui continuait même à parler de la finance internationale, etc., il a fait un manifeste pour la défense du régime africanaire qui parlait de la tentative de gouvernement mondial, etc. Donc ça, c'est le grand-père d'Elon Musk. Monsieur, derrière ces gens-là, si je fais l'hôtel, vous avez une autorisation pour fumer, s'il vous plaît? Non, on a demandé. Pas question. Ouais, mais là, c'est la direction qui décide. Si vous n'avez pas d'autorisation écrite de la direction, vous ne pouvez pas fumer. On ne fume pas, pas de problème. Je vais demander au bar. Non, mais c'est pas grave. On avait demandé la consigne particulière, mais pas pour vous embêter. On avait demandé au bar, donc Mais juste comme ça. Bon, ben on s'arrête là alors. ils ont des alarmes.